Votre réaction à l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron après l'interview du président de la République alors qu'il sortait de sa chocolaterie? C'est consternant, mais on a un climat social qui est extrêmement inquiétant. La violence répond à la violence. Nous, on prêche, quand on est écologiste, la désescalade. Et vous voyez, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tous ces sujets nous écartent des vrais sujets. Ouais. Et le vrai sujet dont je vais vous parler ce matin, c'est les oiseaux, la disparition des oiseaux. Ça fait des années qu'on le dit. Un rapport sort hier et nous dit que l'Europe a perdu 25% de ses oiseaux depuis les années 80. C'est 20 millions d'oiseaux qui disparaissent par an. 800 millions d'oiseaux disparus depuis les années 80. Et pour les oiseaux des champs, c'est 60% des oiseaux qui ont disparu. Donc vous voyez, quand vous êtes écologiste, qu'on se moque de vous en disant alors le parti des oiseaux, on s'en fout. La réalité, c'est qu'on devrait tous être le parti des oiseaux et qu'évidemment, il faut commenter l'actualité comme on le fait tous les jours, parler des européennes, de la NUPES, des dérapages de CNews et de tout ce que vous voulez. Mais pendant ce temps-là, la biodiversité est en train de s'éteindre, le vivant est abîmé et nous faisons partie du vivant. L'habitabilité de la planète pour les 30 prochaines années est remise en question. Et je vais vous dire, on entend de moins en moins d'oiseaux. C'est un silence, mais un silence qui pour beaucoup d'écologistes est assourdissant. Oui, le silence peut être assourdissant. Non mais c'est vrai, dans les campagnes comme dans les villes, avec cette disparition, on en a parlé tôt ce matin sur Sud Radio. Cela dit, vous-même, vous ne parlez pas que d'écologie et que des oiseaux. Je vous ai entendu parler de réforme des retraites, d'un tas de sujets. Parce que tout ça est complémentaire. Sociaux, quoi. Tout ça est complémentaire, mais je remarque que les sujets sociaux viennent à moi très naturellement et que je dois me battre au quotidien pour parler des sujets environnementaux, alors que quoi de plus urgent finalement que de parler de notre avenir et du fait que les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. C'est vrai, Marine Tondelier, est-ce que ce n'est pas parce que vous essayez d'imposer un clivage gauche-droite également sur les sujets d'écologie, alors que ça doit être transversal? Absolument pas. Le clivage, c'est le clivage des paroles et des actes. Et on peut être de droite et de gauche et productiviste ou sensible à l'environnement. Moi, ce que je vous dis, ce sont les faits. La France était engagée entre 1980 et 2018 à baisser son utilisation de pesticides. Entre 2009 et 2018, pardon. La France s'est engagée entre 2009 et 2018 à baisser son utilisation de pesticides de 50%. Savez-vous le résultat de cette formidable initiative? Ça a augmenté de 20%. Et aujourd'hui, le rapport dont je vous parle là sur les oiseaux montre bien que c'est ça la principale cause de disparition des oiseaux. À quel moment on en parle? Moi, dès que je parle des pesticides, j'ai la FNSEA, la coordination rurale, le ministre de l'Agriculture qui m'explique comment on fait pousser une tomate. C'est ça être écologiste aujourd'hui. C'est se faire moquer, conspuer, diffamer, alors qu'on parle de sujets justes, qui sont absents du débat public si on ne le fait pas, et qui menacent l'habitabilité de la planète, la survie de l'espèce humaine, des oiseaux, des insectes. Quoi de plus important que cela? Je ne sais pas. Non mais c'est vrai, mais quand vous parlez de la FNSEA, etc., sans les caricaturer, en même temps, ils sont là pour faire pousser des tomates, comme vous le dites, quoi. Et que c'est assez difficile. Oui, quoi, mais bien vous sûr. voyez, est-ce que vous aimez les agriculteurs? Bien sûr que je les aime. J'ai un grand-père agriculteur. Je ne renie absolument pas ni cet héritage ni ce milieu. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a voulu dans ce pays faire des écologistes le bouc émissaire de tous les maux des agriculteurs. Et je peux vous dire que vous faites disparaître tous les écologistes de France et même du monde. Les agriculteurs auront encore un problème d'eau, encore un problème de pesticides, de disparition des oiseaux et encore un problème de comment on cultive dans une France à 4 degrés. Mais surtout, les solutions qui sont bonnes pour les oiseaux sont aussi bonnes pour l'eau, pour tous les sujets dont on va débattre tout l'été parce qu'il n'y en aura plus. Par exemple, 20 000 km de haies qui disparaissent chaque année en France, encore maintenant, alors qu'on sait que c'est indispensable pour la biodiversité, indispensable pour la ressource en eau, pour que les nappes se rechargent. Comment on fait tout ça en fait? Où on parle de ça dans la société française plutôt que ces polémiques quotidiennes qui en vrai n'intéressent plus grand monde, ni vos auditeurs, ni nos électeurs. Alors tout de même, quand même, je reviens d'un mot sur cette agression là et puis la justice qui va aujourd'hui en comparution immédiate juger 3 personnes. Est-ce qu'il y a eu un cap qui a été franchi quand on s'attaque à la famille du président de la République? Évidemment qu'un cap est franchi depuis longtemps. Quand je suis en déplacement dans le Lot-et-Garonne sous protection policière pendant 2 jours, parce que le président de la Chambre d'agriculture m'interdit de séjour sur du papier en tête d'un établissement public en disant vous n'êtes pas la bienvenue, je vous ferai partir. Et j'ai dû déposer plainte quand même et être sous protection policière pendant 48 heures. Quand Morgane Large, journaliste sur l'agro-business en Bretagne, est victime de 2 tentatives d'assassinat et que quand entre ces 2 tentatives d'assassinat, elle demande une protection policière, on la lui refuse. Quand Paul François qui a gagné son procès contre Monsanto parce qu'il est malade des pesticides et que ça a été démontré. Il était agriculteur, vous voyez. Tous les agriculteurs sont pas insensibles à cette cause-là et même ceux qui travaillent et pour qui c'est dur. Lui, il est séquestré, tentative d'assassinat. On lui a fait ingérer un liquide dont on n'a jamais su ce que c'était et on n'entend plus parler de lui depuis. J'espère qu'il va bien parce qu'on est très inquiet. Quand la présidente de Sea Shepherd a 2 fois en une semaine des dizaines de pêcheurs dans son jardin venus l'intimider et ça, on en parle où? Parce que en fait,
Quand Extinction Rébellion mène des actions radicales aussi... Jamais contre les personnes, jamais. Et moi, je vais vous dire, je trouve scandaleux ce qui s'est passé pour le neveu de Brigitte Macron, mais il y a plein de gens qui ne sont pas les neveux de Brigitte Macron aujourd'hui et qui se font agresser dans l'indifférence générale, y compris FNE recense 50 cas d'intimidation, de menaces sur ces dernières années. Et donc nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme l'État ne nous protège pas? On crée un observatoire des violences faites aux écologistes parce qu'il existe des cellules d'émetteurs pour les agriculteurs et c'est normal de protéger l'agriculteur. Mais aujourd'hui, les écologistes, c'est la double peine. On doit se battre dans l'indifférence générale et subir des violences dont on ne parle jamais. C'est mon rôle aussi de secrétaire national que d'en parler. Qui est responsable de cette violence dans la société aujourd'hui? Je pense qu'on a tous notre part de responsabilité. Moi, je vais pas vous dire c'est pas moi, c'est les autres. Évidemment que à l'heure de la twitterisation de la politique, à l'heure où l'Assemblée nationale est devenue un décor Instagram pour vidéos de députés qui font leur tirade de l'année en fait tous les jours, à l'heure où même les ministres mentent. Enfin, excusez-moi, normalement quand j'étais petite, on écoutait, il y avait le débat, puis il y avait les ministres, ils disaient un truc vrai, on était d'accord ou pas, mais ils donnaient des vrais chiffres. Là, on ment aux gens, même quand on est ministre. La ministre qui fait la une de Playboy, enfin, c'est devenu n'importe quoi. Excusez-moi. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on polémique sur des polémiques, on ne parle pas des vrais sujets et on est en train d'aller dans le mur. Je ne sais pas si vos auditeurs ont vu cette série Don't Look Up aux États-Unis. C'est une série Netflix, qui fait des fois des bonnes séries aussi, et pas que celle-là, mais qui nous dit, c'est des scientifiques qui essayent d'alerter et tout le débat tourne autour d'autre chose et ils essayent d'alerter et ils deviennent fous en fait parce qu'ils disent mais à quel moment vous comprenez que dans quelques jours c'est fini et on est en train de foncer dans le mur, mais les habitants de cette planète sont incapables d'ouvrir les yeux et de voir ce mur qui arrive. Au contraire, on accélère en fonçant dans le mur. Donc moi, je ne sais plus comment vous le dire. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est en tout cas, à quoi j'ai envie de m'employer comme secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. On va en parler dans un instant aussi sur les choix du nucléaire. Mais il y a eu deux histoires, parce que vous parlez de propos, etc., qui vont fait beaucoup réagir. L'un sur Fukushima, de votre part, et puis l'autre sur CNews et l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Est-ce que vous regrettez ces propos? Jamais. Jamais? Jamais, parce que je vais vous dire, si quand on est écologiste, on a peur de comment peuvent être interprétés nos propos qui pourtant sont très clairs, alors on ne dit plus rien. Sur Fukushima, et je pense d'ailleurs, on a gagné. Non, je pense d'ailleurs que ces polémiques qui visent des propos que peut-être j'aurais pu formuler plus clairement, ok, pas de problème, mais en fait ça vise aussi à intimider. Ce qui se passe sur Fukushima, on va expliquer. J'étais sur Backseat jeudi dernier, après une semaine très longue, c'est la vie, mais on me demande, la question est la suivante, c'est pourquoi, alors que tout le monde était anti-nucléaire, la société est anti-nucléaire, pourquoi tout d'un coup le nucléaire revient en odeur de sainteté et dans les sondages, les gens n'ont plus l'air inquiets du nucléaire. Et moi, ce que je réponds, en me trompant en plus sur la date, parce que certes, j'étais fatiguée, et moi, je me rappelle qu'au moment de Fukushima, vous savez, on a une mémoire émotive, j'étais en campagne départementale. Il se trouve que c'était la campagne départementale de 2011 et pas 2015, et quand je dis d'ailleurs, ça a fait plier François Hollande, dans ma tête, je vois bien que c'était 2012, et pas, que c'était avant 2012, et si je reprends, on repart en arrière dans l'interview, donc je ne le fais pas. Mais ce que je dis, et que je redis, c'est que oui, au moment de Fukushima, les gens qui étaient anti-nucléaires, qui voyaient déjà que la bataille culturelle sur le nucléaire, elle était assez claire dans ce pays. Les gens n'étaient pas pour le nucléaire. Et au moment de Fukushima, mais on avait des gens qui disaient, oui, mais vous parlez de Tchernobyl, mais c'était le tiers-monde, vous parlez de Tchernobyl, mais c'était pas une centrale sérieuse, maintenant c'est solide. Et il y a Fukushima, et moi je peux vous dire, j'ai même rencontré le premier ministre japonais qui était ultra pro-nucléaire et qui me raconte ce soir-là la terreur parce qu'il ne maîtrisait plus rien, et c'était le Japon, et c'est pas des brels industriels, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, oui, au moment de Fukushima, peut-être qu'on a baissé la garde parce qu'on s'est dit c'est tellement évident que le nucléaire, même dans des pays développés comme le nôtre, c'est pas jamais 100% sûr. La bataille culturelle pour nous était terminée. Il y avait plus de débat, c'était tellement évident. Et donc on s'est occupé des autres sujets environnementaux, des oiseaux, tout ça. On a raison de le faire aussi. Mais pendant ce temps-là, le lobby nucléaire s'est réorganisé. Que voulez-vous que je vous dise? C'est la réalité. Et sur CNews et Valeurs Actuelles, je vais pas revenir sur tous les propos, mais vous évoquez les manifestations d'ultra-droite que vous qualifiez de néo-nazis. La manifestation si même Darmanin voulait l'interdire, excusez-moi, c'est qu'elle devait être problématique, parce qu'on n'est pas exactement aligné sur le sujet. Et je vous rappelle qu'il trouve que Marine Le Pen est trop molle. Donc voilà, s'il interdit une manif, c'est que c'est pas une manif de gens qui votent Marine Le Pen. Ce sont des néo-nazis, qui... Mais pas ces deux médias. CNews et Valeurs Actuelles. Mais j'ai pas dit ça non plus. Merci Si c'est pas clair, je le redis. Oui, il y a aujourd'hui en France des manifestants néo-nazis qui manifestent à ciel ouvert et dans l'impunité dans ce pays. Là, oui, un maire démissionne parce que des gens d'extrême droite sont venus manifester devant son domicile, ont mis le feu à son domicile et qu'il a demandé l'interdiction de cette manif qu'on ne lui a jamais répondu, qu'il a demandé une protection policière qui ne lui a jamais été accordée. Oui, on en est là. Maintenant, ce que je dis et que je redis si vous voulez, c'est qu'il y a une extrême droitisation du pays et que certains
média, oui, il contribue fortement. CNews est Valeurs Actuelles en tête de gondole. Alors si, quand je dis ça, je suis harcelée depuis par Français de souche, Riposte Laïque, tout ce que la façosphère tente de compte de blogueurs et de médias influents, peut-être que j'ai visé juste, peut-être que quand CNews fait une journée entière, chaque créneau horaire pendant 24 heures, de débat sur Marine Tondelier est-elle extrémiste, etc. Peut-être que c'est exactement ce que je tentais de démontrer. Et oui, peut-être que l'Arcom devrait faire son travail dans le cas de CNews qui ne respecte pas les règles du pluralisme. Moi, je ne demande pas, comme dit le législateur, de fermer CNews. Je veux qu'il respecte la loi. Je veux aussi que quand on donne de l'argent public à des médias... Parce que c'est oui, normalement, mais encore une fois, tout est entre la théorie et la pratique, et ils sont condamnés plusieurs fois, mais il y a encore des choses qu'ils ne respectent pas, et qu'on les laisse faire, c'est pas possible. Bon, Marine Tondelier, mais c'est pas il nous reste eux quelques les minutes. néo-nazis, comme je l'ai précisé. Je voudrais savoir si vous êtes favorable quand même au projet de loi qui est destiné à favoriser une réindustrialisation décarbonée du pays, qui a été présenté hier autour de l'hydrogène vert ou pas. Vous le soutenez, ce plan, ou pas ? Alors moi, quand j'entends Emmanuel Macron dire industrie verte, je préfère ça que quand il dit industrie dégueulasse, ça c'est sûr. Mais quand il dit vert, je ne sais pas ce qu'il entend par vert. Parce que je pense qu'on ne veut pas dire la même chose par vert. Et donc, certaines industries, clairement, pour lui et pour moi, seront pas vertes. D'autres, clairement, pour lui et pour moi, seront vertes. Et puis, il y a au milieu des trucs qui, pour lui, seront verts et pour moi, pas du tout. Je viens d'une région, les Hauts-de-France, qui était, avec le Grand Est, les deux grandes régions industrielles de ce pays, et qui sont en train d'en crever en termes de santé environnementale, et aussi parce que la désindustrialisation nous a dit l'industrie, la santé ok, mais il y a la santé, l'environnement ok, mais il y a l'emploi. Et aujourd'hui, on n'a ni la santé, ni l'environnement, ni l'emploi, puisque ça ferme. Donc oui, c'est un sujet. Mais vous voyez, j'étais à Val-d'Une, c'est un site qui est à Try-Saint-Léger près de Valenciennes et à Lefrancoude près de Dunkerque. Ils produisent des roues de train. Et je vais vous dire, même s'ils produisent autre chose, je défendrai leur emploi par principe. Mais là aujourd'hui, eux, on les laisse tomber, alors que c'est les derniers qui fabriquent des roues de train en France, et que ça veut dire que quand on nous parle de grand plan pour le ferroviaire, etc., demain, on aura peut-être enfin de l'argent pour le train, mais pour acheter des choses en Italie, en Espagne, en Tchéquie et en chinois, et je n'ai rien contre les travailleurs de ces pays, mais ça vient quand même de plus loin. C'est pas écolo. Vous défendez une certaine souveraineté, alors, je défends évidemment le produire local, et surtout le respect des compétences de décennies d'expertise française. On a le record de vitesse, par exemple, du TGV, 560 km/h pour aller sur le TGV Est. La roue, elle a été fabriquée là. C'est les gens qui ont fabriqué ça, cette compétence, cette excellence qu'on laisse tomber. Et Lefrancoude, donc toujours le site Val-d'Une, là où les cylindres d'acier sont compressés, c'est la dernière forge de France. Quand elle ferme, il n'y a plus aucune forge en France, et on perd à jamais cette compétence, parce que jamais on pourra réouvrir ce genre d'industrie quand on a perdu le savoir-faire. Donc oui, moi ça me donne envie de pleurer en fait, et de voir Macron se pavaner pour dire moi je fais 20 000 emplois de batterie Gigafactory, ok, mais sur des terres qui en plus, si ça tombe dans 20 ans, seront sous la flotte, parce que Dunkerque c'est quand même des polders, et regardez le trait de côte dans les années qui viennent, sur des terres en plus agricoles, parce qu'il aurait pu trouver... Vous ne soutenez pas ce plan. Évidemment qu'il faut de l'industrie, et évidemment que c'est mieux quand elle est verte, mais vous voyez, si c'est pour, alors qu'il y a plein de friches partout dans cette région, le mettre sur des terres agricoles, enfin... On est quand même en train de marcher sur la tête, et sans jamais remettre en question la direction vers laquelle on va. Et tant qu'on fait ça, ça marchera pas. Bon, et un dernier mot, il nous reste une minute, Marine Tondelier, sur la réforme des retraites. Les syndicats rencontrent aujourd'hui encore Elisabeth Borne. Je leur souhaite bien du courage, et de garder leur sérénité et leur détermination. Moi, je leur fais entièrement confiance. Jamais je dirais de mal d'un syndicat. Je suis extrêmement fière de ce qu'ils ont réussi à faire dans la réforme des retraites, et cette mobilisation n'est pas terminée. Je vais vous dire, on m'a reproché d'avoir dit la ZAD, mais on est là en ce moment exactement dans le moment de la ZAD. Vous savez, les ZAD, quand elles viennent, les ZAD arrivent au moment où le projet, il a du plomb dans l'aile, mais personne ne décide de l'arrêter, et personne n'arrête le combat non plus. Et donc c'est cet entre-deux où personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est là où ça se joue. C'est qui lâche l'affaire en premier. Et je peux vous dire que ce ne sera pas nous. Oui, parce que l'article 40 pourrait être utilisé à l'Assemblée nationale, là vous avez vu, pour empêcher... après le 49.3, le 47.1, je vais vous dire, j'ai appris plein de numéros d'articles, comme tout le monde, ces dernières semaines. On va suivre avec attention quel nouvel article ils sortent du chapeau pour ne pas se confronter à la réalité, c'est-à-dire que les députés, majoritairement, sont contre cette réforme, et qu'ils ont raison, parce que c'est ce que leur demande une grande majorité des Français, 9 Français actifs sur 10. Merci Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Merci à vous.